Bonsoir, messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce JDS, journal dimanche au soir, de ce jour, 31 octobre 2021. Et ce jour, d'ailleurs, a été marqué au Burkina par la commémoration du 7e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et le putsch manqué de septembre 2015. Nous reviendrons sur la cérémonie de ce matin et échangerons avec Victor Poilabou, porte-parole des familles des victimes. Et puis politique, après le congrès constitutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, les premières nominations, défis et enjeux seront abordés avec celui qui a été porté à la tête du conseil stratégique et politique du parti en la personne de Assoua Adou. Et puis sport, pour terminer, Tour du Faso, la troisième étape a été remportée par le Belge Vanik Diel, le meilleur burkinabé à ce stade de la course est Souleymane Koné avec 22 secondes de retard sur le porteur du maillot jaune, un point en image que vous aurez dans ce journal du dimanche au soir. La première des rubriques, comme annoncé dans les titres, c'est celle politique. Nous le disions, 7e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et le putsch manqué de septembre 2015. Le président du Faso, Roch Kaboré, a déposé une gerbe de fleurs en mémoire aux martyrs. C'était ce matin en présence des blessés des deux événements, des parents des victimes et autres personnalités. Le point nous est proposé par Sanata Séré. Instant solennel et protocolaire ce dimanche devant le monument aux héros nationaux. 7 ans après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch manqué du 16 septembre 2015, le chef de l'État rend hommage aux martyrs tombés lors de ces événements tragiques à travers ce dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument bâti en leur nom. Le président Roch Marc Christian Kaboré a au cours de cette cérémonie salué la mémoire de ces héros qui se sont battus pour la démocratie au Burkina Faso et ceux du terrorisme tombés au champ d'honneur pour la patrie. Ce que nous devons retenir des célébrations que nous faisons de ces martyrs, c'est que quand le peuple burkinabé se met debout, c'est pour des causes qui intéressent son avenir. Il est important que nous ne nous dispersions pas. Ces personnes ont perdu de leur vie pour que la démocratie soit recentrée au Burkina Faso, pour que désormais, chacun qui arrive sache qu'il n'aura que 2 mandats à faire. Aujourd'hui, nous pensons évidemment à nos martyrs de l'insurrection populaire et du coup d'État, mais nous devons penser à tous les martyrs burkinabés aujourd'hui qui sont tombés sous le fait de la lutte contre le terrorisme. Notre hymne national le dit, beaucoup vont flancher, d'autres vont résister, mais la victoire est au bout du combat, c'est ça qui est la réalité. Les familles des victimes présentes à cette cérémonie ont salué ce geste du chef de l'État. Cependant, ces dernières attendent toujours les promesses faites par le gouvernement. Pour eux, rien n'est fait au niveau de la prise en charge des familles des victimes. Le souhait de ces familles est que leurs préoccupations soient prises en compte avant la fin de l'année 2021. C'est vrai que ces martyrs sont partis, ils ont laissé leur famille. D'autres ont laissé des enfants. 7e anniversaire où il y a toujours des problèmes. Ces problèmes-là résument côté santé, côté éducation, côté alimentation. Rien n'a été fait pour l'instant. Il est le devoir du président du Faso de prendre tous ces enfants-là en charge. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas la cérémonie qui nous intéresse simplement. Ça aussi, c'est une bonne chose de rappeler au niveau des martyrs. Vous voyez tous les enfants qui nous ont cité les noms là. Le plus jeune martyr a 8 ans à son temps. Ils nous ont promis que dans 6 mois, tout va être fait. Mais quand je prends l'exemple, je vois aussi les blessés. Comment quelqu'un peut être blessé et qui attend 7 ans pour être soigné? Alors, nous pensons bien qu'il y a eu une négligence quelque part. Cette cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs a été marquée par 1 minute de silence à 10 heures, heure symbolisant la tombée de la première victime lors de l'insurrection populaire. L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre et le putsch manqué du 16 septembre, faut-il le rappeler, ont fait 42 morts, dont 28 ans pour l'insurrection, 14 pour le coup d'État manqué et environ 600 blessés selon l'Union des familles des martyrs de l'insurrection.
Retour sur ce plateau, une notion d'ailleurs en titre. Nous sommes avec P.K. Victor Poualabou. Il est donc président de l'Union des familles des victimes, des martyrs, donc comme on a vu tout à l'heure. Vous étiez d'ailleurs dans ce reportage-là. Bonsoir, merci d'être avec nous. Voilà. C'est un plaisir de vous recevoir. On sait que le moment il est chargé d'émotions et il est chargé de symboles parce que c'est une journée aussi qui commémore ceux-là qui ont sacrifié ce qu'il y a de plus cher. Chez quelqu'un, c'est d'abord sa vie. Et puis pour les autres, les blessés, c'est par chance qu'ils ne sont pas tombés comme les autres. Mais ça veut dire que c'est le sacrifice quand même qui est très élevé. Et ceci dit, tout à l'heure, on vous a écouté, on ne va pas aller du dos de la cuillère. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que chaque année, lorsqu'on a cette commémoration, lorsqu'on vous tend le micro, vous nous égrenez encore des difficultés. On est 7 ans après. Quelles sont ces difficultés? Quel est l'état de la question de prise en charge? Où est-ce que vous en êtes? Bon, merci bien, parce que je suis, comme vous l'avez dit, je suis le président de l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire. C'est vrai que nous venons de commémorer la 7e année d'anniversaire de la mort de nos martyrs. Je remercie d'abord le peuple burkinabé pour une fois, ils sont venus encore une fois nous accompagner. Les amis du Burkina étaient présents aussi. Je remercie le gouvernement, je remercie la télévision Tri TV, qui m'a pris, ça fait ma 2e fois que vous me prenez sur votre plateau pour poser ces questions, parce que je vois que ça vous intéresse aussi beaucoup, évidemment, pour comprendre un peu comment les choses marchent. Pour moi, cette journée, elle était une journée très émotionnelle, parce que ça fait 7 ans que toutes les familles souffrent. C'était le 29 mars passé que vous m'avez pris ici à 8h le matin. C'est ça. Mais ce que nous avons dit, je pense qu'après l'émission que nous avons eue, il n'y a rien qui a bougé après. Parce qu'on avait cité beaucoup de choses qui n'étaient pas faites. C'est vrai qu'il y avait eu d'autres choses qui étaient faites. La construction de tombes, et puis éventuellement l'identification de tous les tombes dans tout le Burkina. Mais après cela, je pense que c'est le ministère de l'Action sociale qui était chargé de s'occuper de ce dossier. Mais tous les décrets qui ont été pris pendant la transition, je peux dire qu'aucun n'a été exécuté. Si je prends par exemple le Pupille de la Nation, qui prenait en charge toutes les familles de victimes de l'insurrection populaire, y compris le pouce manqué, et puis les militaires qui tombent au front, leur famille aussi fait partie de ces Pupilles de la Nation. Bon, cette loi a été votée en 2016. Bon, je pense que s'ils avaient appliqué la loi, aujourd'hui on n'était pas là. Parce que ça prenait beaucoup de choses dedans, il y avait beaucoup de choses dans cette loi. La santé et l'alimentation, beaucoup de choses. Mais ça n'a pas été. Alors, donc, 7e anniversaire, qu'est-ce que nous avons fait, nous, les familles de victimes? On a repréparé tous les documents que le président avait dit d'exécuter et qui n'ont pas été faits, renvoyés chez lui, pour qu'il voie avant la commémoration. 1 mois avant. D'accord. Mais c'est vrai qu'on nous a mis dans une commission pour l'élaboration de la préparative de toute cette journée, mais malheureusement, nous, on a donné nos conditions, on a dit si ce n'est pas réglé, ça allait être difficile pour nous de s'associer à eux pour ça. Mais après, il a pris ça, il a donné tous ces dossiers-là au ministre d'État, ministre de la Sécurité, de nous rencontrer. Et c'est comme ça, le ministre a dit, bon, et il donne 6 mois maintenant, et même le président l'a dit ce matin, il donne 6 mois pour liquider tous ces dossiers. Sinon, jusque-là, la prise en charge des enfants, il n'y a rien qu'il y a eu. Il n'y a rien jusqu'à maintenant. Je peux dire même les 75 000 francs, on vient de les donner il y a juste une dizaine de jours. Après la rentrée scolaire, où nous pouvons actuellement trouver l'école pour mettre les enfants. Et un enfant aussi qui partait, par exemple, à l'université, ce n'est pas 75 000 francs qui peut payer ses frais de scolarité. Donc, vous convenez avec moi que au niveau de l'action sociale, il y a une négligence totale. Et ces dossiers ont été déménagés de l'action sociale il y a 2 ans. Renvoyés à Askroun. Qu'est-ce que Askroun a à voir dans ça? Le dossier des enfants et les veuves et puis les veufs. Askroun n'a rien à voir dedans. Eux aussi, ils ont maltraité les dossiers. Entre-temps, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont renvoyé les dossiers encore cette année au niveau de l'action sociale. Donc, convenez avec moi que vraiment, on n'est pas content. Et moi, j'ai dit que je voulais qu'on ait un point assez exhaustif, parce que je me rappelle, on vous avait reçu, je disais il y a 1 an, on a
encore le même son de cloche. Hein. Ce que j'avais repris quelques mots que vous aviez. Vous disiez 10 personnes en gros avaient bénéficié d'une opération, mais beaucoup d'autres restent en attente. 19 personnes portent encore des balles dans leur corps. Et puis on parlait du H-Crown où le dossier avait été envoyé et que 5 ans depuis, il n'y avait encore eu aucune indemnité. Vous dites rien n'a été fait. Aujourd'hui, pour ceux qui portent encore les meurtrissures, ils sont en train d'attendre des soins. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut comprendre? Bon, maintenant, là, nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce qui se passe au niveau du gouvernement. Le gouvernement ne faut pas qu'il nous prenne comme leurs ennemis. Si ces enfants n'étaient pas sortis, ils n'étaient pas au pouvoir, ils n'allaient même pas arriver au pouvoir, aucun d'eux ne pouvait chasser Blaise ici. Hein. C'est le peuple qui a créé ce changement. Mais il n'y a rien eu. Ces blessés-là, que vous avez vus à son temps et que vous continuez à voir sur les images, et il y a beaucoup qui marquent toujours des balles. C'est vrai qu'ils avaient envoyé quelques-uns seulement en Tunisie, comme je l'avais dit tantôt. Mais tous ceux qui restent là, ils portent toujours les séquelles. Et d'autres même, les balles sont dans leur corps. D'autres sont devenus des handicapés à vie. Il n'y a pas de prise en charge. Alors, c'est toutes ces questions maintenant qu'ils ont dit qu'ils vont essayer de voir pour qu'on analyse ensemble. On va former une commission pour pouvoir liquider tous ces dossiers. Il fallait attendre 7 ans encore pour le faire. Et en attendant, je ne sais pas si réellement ça va être... si ce n'est pas la même sanction qui va venir encore. Donc, on attend de voir. D'accord. Je vous posais la question au départ et je le disais, c'est plein d'émotions, c'est clair, pour vous les victimes et parents de victimes. Mais quand on regarde, est-ce que c'est la même charge émotive qu'on ressent pour vous, je veux dire, de la part de la nation vis-à-vis de vous? Mais l'émotion, elle est là. Les enfants sont là. Chaque matin, tu les vois. Moi, en tant que président, il y a beaucoup qui passent dans mon service pour demander à manger. Vous voyez? Donc, les mêmes émotions là, ça est là. Ceux qui sont malades sont toujours malades. Il y avait eu des carnets de santé même qui ont été créés. Un avant-projet a été fait avec nous, avec l'action sociale. Tous ces documents sont là. Mais il n'y a rien qui a bougé. Alors, maintenant, vous avez des enfants... Bon, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils sont devenus. Il y a même certains parents qui commencent à mourir sans une prise en charge. Alors que c'était prévu. Les textes l'ont prévu. Il y a des décrets qui ont été votés, ce n'est pas avec ce gouvernement, mais la transition a mis beaucoup de choses en place pour prendre en charge toutes ces victimes-là. Mais vous n'avez pas l'impression qu'on oublie un peu? Bon, ce n'est pas un oubli, mais il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre au niveau des ministères. C'est là où j'ai dit, mais l'insurrection populaire, là, si ça arrive demain, on va le refaire. Parce que, en réalité, le peuple burkinabé avait voulu un changement. Mais s'il n'y a pas ce changement, ils n'ont qu'à comprendre que non, on ne peut pas continuer comme ça. Mais des gens tapis dans l'ombre, pour quel intérêt? Mais les intérêts, je prends l'exemple sur l'argent. Il y avait eu, comment dirais-je, un décret qui donnait de l'argent, 1 million à chaque femme, à chaque veuve ou à chaque veuf qui ne travaille pas pour faire un petit commerce pour nourrir les enfants. Mais vous savez, à l'époque là, en 2017, qu'est-ce qu'ils ont fait, l'action sociale? Ils ont pris un enfant, d'abord ils n'ont même pas voulu travailler avec nous. Ils ont pris 1 million devant les caméras. Ils ont remis à une veuve, et puis ils ont applaudi, comme quoi ils ont donné l'argent. Après, c'est fini. Moi, j'étais assis dans mon salon, je regardais. Et cette balle, je vous dis, cette dame-là est rentrée à la maison. La famille attend qu'elle vienne avec l'argent. Son beau-père, ses frères, tout le monde attend. 3 jours après, on a dit, mais on t'a vu prendre l'argent devant les caméras. Imaginez-vous un peu. Si ce n'est vraiment pas des gens qui sont tapis dans l'ombre pour faire du mal à l'air prochain. Mais la dame a dit que l'argent a été retiré. On l'a chassée. Cette dame est revenue me voir dans mon service à ses enfants. Et ça ne lui a jamais été retourné? Oui, mais justement, j'arrive. Moi, j'étais obligé d'écrire au président du Faso. Quand je l'ai écrit, on a convoqué le ministre de l'Action sociale. Et son staff, ils sont tous venus. Le président a dit, donnez-leur l'argent. L'argent là ne vous appartient pas. Pourquoi vous leur posez des questions? Pourquoi vous ne donnez pas l'argent? Pourquoi vous ne le donnez pas? Et c'est comme ça, chaque dame, chaque veuve a eu les 1 million. Ça, je vous le dis, hein. J'ai des preuves. D'accord. Donc, cette année, après, on a toujours ces problèmes qui reviennent, mais il y a ce moment d'émotion, il y a aussi ce moment de commémoration, parce que c'est un moment très important pour chacun d'entre nous. Et parmi ce qui a été initié pour marquer cet événement, nous avons évidemment l'observation d'une minute de silence à 10 heures, et cela est observé sur l'ensemble du territoire national. Beaucoup l'ignorent d'ailleurs, et étonnement et réponse dans ce reportage qui est signé Serge Kabouré.
Il est exactement 10 heures ici, à l'hôtel de ville de la capitale burkinabé. Du haut de sa tour, les trompettes de la sirène municipale retentissent à l'unisson à la mémoire des martyrs de l'insurrection populaire et du coup d'État de septembre 2015. En lieu et place des freins qui se devaient d'être actionnés et de la minute de silence en mémoire des martyrs qui se devaient d'être observés, ici la sonnerie exceptionnelle de la sirène est passée presque inaperçue. Et pour justifier cet état de fait, certains citoyens affirment ne pas avoir eu l'information. Moi, en tout cas, pratiquement, je n'ai pas reçu l'information. Ce qui vient de sonner tout à l'heure, là, bon, je n'ai pas reçu l'information parce que je n'étais pas à Ouaga, je viens d'arriver à Ouaga comme ça. Mais bon, en tout cas, j'ai eu à poser la question à des amis qui étaient à côté. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, eux aussi, ils ont dit que ça se passe à la mairie, mais ils ne savent pas aussi ce qui se passe au sein de la mairie. Oumarou Dambélé, qui traverse la rue sans prêter attention à la sirène, évoque les mêmes raisons. Franchement, je suis en train de masquer parce que je ne suis pas conscient, je ne savais pas. Voilà pourquoi je me déplaçais comme je voulais. Donc je ne savais pas. Et je suis là même pour vous demander c'est pourquoi. Parce que brusquement, c'est ma première fois d'entendre ça. Donc moi, je suis là pour vous demander d'où ça vient. Si pour certains citoyens, le retentissement de la sirène est source d'étonnement, d'autres par contre en sont informés. C'est un souvenir du départ de l'ancien président Blaise Compaoré au cours duquel il y avait eu des morts que la sirène a retenti ce matin puisqu'ils sont morts pour la patrie. De mon avis, cela est une bonne chose pour que nous ne les oublions pas. Profitant de cette journée d'hommage, Zambelongo, lui, appelle à un retour de la sécurité, une manière selon lui de rendre hommage aux martyrs de l'insurrection. Je supplie les autorités d'agir au nom de Dieu et des ancêtres afin de mettre fin à ce drame d'insécurité. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Burkinabés qui se battent entre eux. Rappelons que du jeudi 30 octobre au 2 novembre 2014, 24 personnes sont mortes et 625 ont été blessées en marge de l'insurrection populaire. Pour ce qui est du coup d'État manqué de septembre 2015, 14 morts et 250 blessés sont au compteur. Retour sur ce plateau, nous sommes toujours avec P.K. Victor Pouaoulabou, le président de l'Union des familles des martyrs, des victimes. Donc, on a vu le reportage ensemble. Je regardais vos traits de visage. Vous voyez que, bon, il y a beaucoup de Burkinabés qui, peut-être par ignorance, ne respectent pas cette minute-là qui a été initiée. Ou pour certains, bon, ça leur parle moins. Vous, déjà, réaction quand vous regardez ça? Bon, en regardant ça, bon, on voit qu'il y a d'autres réalités qui avaient la même émotion que nous. Il y a certains aussi qui disent qu'ils ont passé inaperçus, mais au moment où moi j'étais à la place des martyrs, il va être difficile pour moi de donner mon appréciation comme ça sur cette question. Parce que moi-même j'étais à la place des martyrs, je n'étais pas en ville. Mais vous voyez, il y a eu d'autres qui trouvent qu'ils étaient... Bon, en fait, ils ont compris. Il y a d'autres qui n'ont pas compris. Vous ne pensez pas aussi que les Burkinabés, petit à petit, ils ont un peu oublié? Ou bien ils ne sentent plus avec toute la même émotion? Est-ce que les gens ne sont pas passés un peu à autre chose? Bon, vous savez, depuis l'insurrection populaire jusqu'à maintenant, le Burkina n'est plus celle que nous avons connue avant. Au temps de Sankara. Quand Blaise a commencé, Blaise, il faisait que des dégâts. Les morts d'hommes. Il est parti, il a fait 27 ans. Ces 27 ans, il a vendu notre pays à le diable. Donc, vous convenez avec moi jusqu'à maintenant, ce n'est plus uniquement les martyrs. Il y a des martyrs aussi qui tombent au front. Je peux vous dire que le peuple burkinabé est traumatisé. Nous allons tous prier pour que cela passe, pour permettre à la jeunesse de reprendre leur vie normale. On a parlé de la question de la prise en charge, de vos insatisfactions. On a vu aussi l'élan qui est celui des Burkinabés. Il y a certains, en tout cas, pour qui ça reste des moments très forts. Il y en a pour qui, bon, ça ne fait pas ignorance. Aujourd'hui, il y a aussi un autre pan qui est très important. Vous savez, là où des choses se sont passées, et lorsqu'elles sont douloureuses, ce qu'on attend aussi, c'est justice pour ceux qui sont encore meurtris. Là-dessus... Oui, la justice, vraiment, nous attendons cette justice-là depuis 7 ans. Et nous voulons bien, il y a eu déjà la justice pour le coup d'État manqué. C'est ça. Mais il y a celui de l'insurrection populaire qui devrait commencer avant
Mais la Haute Cour de justice, je ne suis pas juge, donc je me suis dit, ils avaient dit qu'il y avait des problèmes de forme. Maintenant, je me suis dit que les dossiers doivent être ficelés et nous attendons toujours que la justice soit rendue à nos martyrs. Et quand on regarde, vous parliez tout à l'heure de celui du putsch, c'était plus récent. Certains se disaient, mais comment est-ce qu'on arrive à juger quelque chose qui s'est passé tout près là alors qu'on a un autre? Il y a celui Sankara qui a débuté. Quand vous regardez, ça c'est il y a 3 décennies, il y a très longtemps. Ça vous donne quand même de l'espoir que d'une façon ou d'une autre, on finira par élaguer ce dossier-là? Oui, c'est vrai. On a l'espoir que ces dossiers vont être jugés un jour, parce que si vous prenez le cas de celui de Thomas Sankara, c'est 34 ans après. Mais c'était rangé dans les tiroirs au temps de Blaise. Et on avait dit que c'était des dossiers qui étaient devenus des dossiers non-lieux. Mais immédiatement, aujourd'hui, comme le peuple a su lutter et le chasser, les dossiers sont ressortis. Et 34 ans après, aujourd'hui, les gens sont à la barre. Et nous trouvons que ça, c'était bien. Nous applaudissons cela. Et nous pensons aussi que pour celui de l'insurrection populaire va être la même chose. Parce que nous attendons justice. Mais plutôt, la Haute Cour de justice, il y a quelque chose que je veux vous... nous, les parents de victimes, on n'est pas contents parce qu'on a vu qu'il y a des juges... Là, au niveau de la Haute Cour de justice, il y a eu des juges qu'on a sélectionnés où les Gilbert Ouedraogo sont dedans, où il y a eu des morts d'hommes chez eux, à Ouayouguia. Nous, on a 2 martyrs dans sa cour. Mais nous, on ne peut pas comprendre. Est-ce que c'est tous les Blaise là qui vont revenir avec les Gilbert là pour venir nous juger, nous, ou bien qu'est-ce que... Moi, je ne comprends pas. Moi, j'interpelle le premier magistrat du pays, qui est le président du Faso. Ils n'ont qu'à voir avec le procureur et tout le président des tribunaux là, pour qu'on puisse revoir, recadrer ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a accompagné Blaise, et du coup, il revient pour nous juger. Comment vous-même vous trouvez ça? Je ne suis pas le juge, je ne connais pas comment l'appareil judiciaire marche, mais nous, le peuple burkinabé, nous trouvons ça, ce n'est pas juste. D'accord, dernière question pour qu'on puisse vous libérer. On sait qu'aujourd'hui, il y a ce qui est prêché, la réconciliation. Pour ceux qui portent encore des meurtrissures ou ceux qui ont perdu des proches, la dynamique elle est beaucoup plus difficile. Mais est-ce que vous vous y inscrivez dans cette réconciliation-là? Bon, la réconciliation, vous savez, dans un pays, chacun doit aimer son pays. Parce que nous, on n'avait pas voulu tout ce que nous sommes en train de vivre. Nos enfants qui tombent là, ce sont les mêmes Burkinabés qui ont retourné les armes contre nos frères. Ce sont les mêmes, c'était les amis de Blaise. Ce sont eux qui ont retourné les fusils contre nous-mêmes. Donc, si on peut se réconcilier, je pense que c'est la chose la plus meilleure. Mais nous, on a dit vérité, justice et réconciliation. Et nous voulons encore demander que le premier magistrat de ce pays-là, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre Blaise, qui descend, qui a eu le courage de venir rester devant la justice du peuple pour dire ce qu'il a fait. Ce n'est pas exclu qu'on va aller à la réconciliation là avec lui. Ce n'est pas exclu. Parce que nous tous, nous voulons la paix pour travailler. C'est lui qui ne voulait pas la paix. C'est lui qui pensait que, à part lui, il n'y avait pas Dieu. Mais finalement, aujourd'hui, il est à 1000 km d'ici et on ne peut pas l'amener. Je ne trouve pas ça normal. Alors, si on veut faire la réconciliation sans lui, le jugement par contumace, moi je trouve que, à la limite, comment on va faire cette réconciliation alors que c'est lui que l'auteur même de beaucoup de problèmes. D'accord. Merci bien, P.K. Victor Poilabou, d'être passé sur ce plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des familles des martyrs. On va nous continuer, mais toujours dans la même thématique, mais avec un reportage cette fois, parce que tout à l'heure nous l'abordions. En avril 2017, le procès des 32 anciens ministres avait été rapidement suspendu. Où en est-on dans ce dossier? Nous regardons dans le rétroviseur avec Nadine Zongo. Pour cette 7e commémoration de l'insurrection populaire de 2014, la question sur la suite du procès des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection ouvert le 27 avril 2017 demeure toujours sans réponse. 7 ans après les faits, Blaise Compaoré, président du Faso, est par ailleurs ministre de la Défense et des anciens combattants, et les 31 autres ministres du dernier gouvernement de Luc Adolphe Tiao sont appelés à comparaître devant les juges parlementaires de la Haute Cour de justice. Ils sont poursuivis pour des faits de complicité,
de coups et blessures volontaires et homicides volontaires en raison de leur participation au Conseil extraordinaire des ministres le 29 octobre 2014. Une rencontre au cours de laquelle il a été décidé de prendre une réquisition complémentaire spéciale faisant appel à l'armée pour maintenir l'ordre avec l'usage d'armes à feu. Ce procès, plusieurs fois renvoyé, est jusqu'à ce jour suspendu. La raison, l'inconstitutionnalité de certaines des dispositions de cette haute cour de justice. Le Conseil constitutionnel, saisi par les avocats des accusés, avait estimé que l'absence du double décret de juridiction dans la procédure applicable devant cette haute cour de justice violait le droit des accusés à avoir un procès équitable. Une question résolue avec la création d'une chambre d'appel en novembre 2017. Désormais, les décisions de cette haute cour de justice habilitées à juger le président du Faso et les membres du gouvernement pour les actes commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions peuvent faire l'objet d'appel. Les anciens ministres Clotilde Ki Nenikima et Yacouba Ouedraogo, qui n'ont pas participé au dernier conseil des ministres avant l'insurrection, ont bénéficié de non-lieu. En tant que ministre de la Défense, le président Blaise Compaoré figurait parmi les grands absents le 27 avril 2017 lors de l'ouverture du procès sur la répression de l'insurrection populaire. Depuis fin 2014, il vit en exil en Côte d'Ivoire où il jouit d'une nationalité ivoirienne. En exil également au Canada, Yacouba Isaac Zida, l'autre grosse pointure citée dans le dossier de l'insurrection. En octobre 2017, la procureure du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, Maïssa Sérémé, annonçait qu'une demande d'entraide judiciaire pénale à l'endroit des autorités judiciaires canadiennes a été formulée pour entendre celui qui fut numéro 2 de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP, ancien président post-insurrectionnel et premier ministre sous la transition. La procureure du Faso déclarait en octobre 2017 que les 3 cabinets d'instruction chargés d'inscrire les dossiers de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre et des manifestations des 1er et 2 novembre 2014 ont permis d'inculper et de placer sous mandat de dépôt 17 personnes pour tentative de meurtre, assassinat, coups et blessures volontaires et d'auditionner une quarantaine de témoins. Les regards sont donc tournés vers la haute cour de justice présidée par Boukari Khalil Bara depuis le 29 avril 2021. Pour mémoire, l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 a fait 24 morts et plus de 600 blessés. Retour sur ce plateau, nous allons toujours parler politique, mais nous allons aller en terre de Burni cette fois et nous recevons Katina Kone, deuxième vice-président et porte-parole du PPACI. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci, ça m'a couru, merci. D'accord. On sait que vous êtes là, à Ouagadougou, sur l'invitation des partis sankaristes. Il y a un congrès de fusion des partis politiques d'obédience sankariste et des forces progressistes. Ça a débuté le 30 octobre, ça s'achève le 1er novembre 2021. Il n'y a pas si longtemps, votre parti, le PPACI, a été porté sur fonds baptismaux et se positionne comme panafricaniste. C'est des connexions avec les partis d'ici? Oui, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez. Et je voulais même remercier Maître Sankara et tous les autres membres des mouvements sankaristes qui nous ont fait l'honneur de nous inviter à ce congrès, après avoir participé même à notre congrès. Et évidemment, il y a une convergence de vues, une convergence de visions en ce qui concerne donc les questions panafricanistes. Et sur ce point-là, oui, Thomas Sankara et le président Laurent Gbagbo partagent une vision panafricaniste. Et nous sommes véritablement dans la même logique. Voilà. J'ai envie de vous poser la question de savoir comment le PPACI se porte quand on sait la douleur de l'accouchement. Oui, alors, il est né... il y a des bébés généralement les bébés qui naissent par césarienne sont d'ailleurs ceux qui se portent le mieux. Il est né certainement par césarienne, mais il se porte très bien. Et puis il est costaud, il est né déjà costaud et il est prêt à marcher déjà. D'accord. Et la question qu'on se pose, c'est quelle offre nouvelle? Parce que le personnage central, quoi qu'on dise, c'est Laurent Gbagbo, avec le nombre d'années qu'on le connaît à la présidence de la Côte d'Ivoire. Il vient avec quoi de neuf? Vous venez avec quoi de neuf? Alors, ce que nous venons offrir de nouveau, c'est ce qu'on n'a pas laissé le président Laurent Gbagbo développer. Voilà. Parce qu'on a tendance à vouloir parfois falsifier l'histoire, ou du moins faire semblant d'oublier ce qui s'est passé. Le président Laurent Gbagbo n'a géré la Côte d'Ivoire en tant que président avec tous les pleins pouvoirs pendant 18 mois. De 26 octobre 2000
au 19 septembre 2000, je dirais jusqu'aux accords de Marcoussis. C'est à partir des accords de Marcoussis que le président Laurent Gbagbo a perdu le contrôle de la gestion gouvernementale. Il était dans un gouvernement où c'est le nombre de ses ministres qui sont sortis de son parti politique était en minorité. Donc, il avait un programme, il avait un plan pour son pays et pour l'Afrique. On ne lui a pas donné l'opportunité de développer ce plan. Ce que je dis, je ne sais pas de la spéculation, ça ne sort pas de moi. Ça a été écrit noir sur blanc par les juges de la CPI dans leurs décisions qu'ils ont rendues. Ils ont écrit ceci lorsqu'ils restituaient le contexte de la crise ivoirienne. Dans leur jugement, on dit ceci: toutes les preuves qu'on leur a versées au dossier, que l'accusation leur a données, concourent à affirmer que le président Laurent Gbagbo a été empêché de travailler depuis sa prise de pouvoir, et notamment par l'ancienne puissance coloniale. C'est écrit noir sur blanc. Donc ce n'est pas Koneka Tinan pro-Gbagbo convaincu qu'il est dit, et donc ça donne plus de relief à ce que nous disons. Et donc c'est cette offre-là qu'il avait, pour laquelle nous sommes battus et qu'on nous a empêché de développer, que nous offrons avec du bonus. Mais pour vos pourfendeurs, il a été quand même présent pendant 10 années. Alors, c'est ce qu'il faut. Si vous êtes un président, il s'assoit, il est accompagné et il gère un pays avec un gouvernement. Si on vous impose un premier ministre, on vous impose des ministres pour lesquels vous ne pouvez même pas les enlever. Parce que issu d'un accord politique convenu, c'est comme manifestement vous avez une voiture et que quelqu'un a la direction à votre place. Finalement, c'est vrai, vous pensez être le propriétaire de la maison ou de la voiture, mais ce n'est pas vous qui conduisez la voiture. Et donc, effectivement, il est resté 10 ans au pouvoir, et pendant ces 10 ans, il avait un programme qu'il n'a pas pu développer. Il s'est concentré sur ce qu'il devait faire, sauver la nation ivoirienne qui était en péril, parce qu'elle attaquée de toutes parts. Et je pense que ce gain-là est fondamental et doit être mis à l'actif. La Côte d'Ivoire a frôlé, je dirais, l'émiettement de la nation. La Côte d'Ivoire a frôlé cela. Il a fallu qu'il puisse s'élever au-dessus, faire des sacrifices jusqu'à l'impensable pour pouvoir sauver la Côte d'Ivoire. C'est cette offre-là politique qu'il fait et qui fait que, justement, les Ivoiriens ne l'ont pas abandonné. Les Ivoiriens ont continué de se battre pour lui, pour qu'il sorte. Les Africains qui ont compris, il y en a qui avaient déjà compris, mais ceux qui ont pressé sur l'État se sont également engagés. Et donc, c'est toute l'Afrique qui s'est battue pour qu'ils sortent de là. Et sortir de là, et là, c'est donc ce devoir-là de laisser en héritage quelque chose à l'Afrique. Et c'est quelque chose-là qui l'offre et qui est quelque chose de nouveau. Il vient avec ce qu'il a apporté depuis le début et qui n'a pas pu, comme vous l'avez dit, implémenter. Mais il revient à un moment donné où beaucoup doit couler sous le pont, où lui-même n'était pas au pays pendant longtemps. Il est resté en détention. Il est libéré aujourd'hui, il est rentré chez lui. Mais il se trouve qu'il y a encore une condamnation qui l'y attend. Un président condamné à 20 ans, comme le rappelait même le gouvernement ivoirien, est-ce que ça ne dérange pas, ça ne donne pas un caillou dans la chaussure? Ça fait partie du combat politique. Pour nous, cette condamnation, elle est politique. Je suis à l'aise pour le dire, parce que dans cette condamnation, l'auteur principal, c'est moi, Koneka Tinan, qui était poursuivi. Les autres étaient poursuivis en tant que des complices pour l'histoire du braquage de la BCAO. La BCAO, c'est cela. Vous convenez? Est-ce que vous pensez, en toute honnêteté, que Laurent Gbagbo a braqué une banque? Même en le disant, quelle image notre pays veut se donner au monde? Qu'un président allait braquer une banque? Qu'un ministre allait braquer une banque? C'est assez léger, cette façon de faire. Et donc, comme pour nous, c'est une condamnation politique, mais le caillou dont vous parlez, ça fait partie de l'épreuve politique. Même à la CPI, c'était pas un caillou, c'était une montagne politique dans sa chaussure. On a réussi à gérer. Pour nous, ces petits cailloux-là, on finira par les gérer et ça ne nous empêche pas d'avancer. Et c'est pourquoi il ne s'en émeut pas, d'ailleurs, outre mesure, et c'est pourquoi il fait cette offre politique, parce que pour lui,
les entraves en politique font partie du jeu politique. L'adversaire ne vous sera jamais un boulevard. Donc cette condamnation fait partie des obstacles, nous allons l'élever. On l'a entendu dire qu'il fera la politique jusqu'à la mort. Et entendu dire aussi qu'il travaille à passer la main. Qu'est-ce qu'il faut retenir enfin? Alors, il faut retenir ceci. Personne n'obligera Gbagbo à quitter la politique. C'est ce qu'il a voulu dire. Personne ne quittera Gbagbo à faire la politique. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut faire la politique sans être forcément au devant, sans gérer l'État, sans être au devant. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, les ambitions du président Laurent Gbagbo de faire la politique jusqu'à sa mort ne veut pas dire qu'il est forcément quelqu'un qui est attaché à rester au pouvoir. Parce que la politique, c'est tout un métier. C'est tout un métier. Il a décidé de dire, je ferai la politique. Mais en même temps, il dit, j'ai mis cet instrument en place pour préparer mon départ. Et il a précisé son idée. Durant tout le temps, j'étais à la tête. J'ai été toujours à la tête. J'espère pouvoir m'éclipser en laissant un instrument qui puisse poursuivre l'idéal pour lequel je me suis engagé en politique. Et donc, il n'y a aucune contradiction sur la question. Je ferai la politique jusqu'à ma mort, parce que la politique, c'est un métier, c'est quelque chose qu'on peut faire sous plusieurs formes, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas seulement que la direction d'un parti qui fait on dit que l'on fait la politique. Voilà un peu ce qu'il a essayé d'expliquer. Quand on regarde, je ne sais pas si les infos sont bonnes, mais on a un genre de composition nouvelle pour ce qui est de la tête de ce PPACI. On a Laurent Gbagbo qui est à la tête. On parle d'un président du conseil stratégique en la personne de Assou Adou, d'un président exécutif Hubert Oulaye, un porte-parole qui est vous, et un porte-parole adjoint du parti. On a Maître Abiba Touré, tout cela. Quand on regarde, il va avec ses fidèles, parmi les fidèles, il va avec ses fantassins. Ah oui, mais enfin, après avoir subi ce qu'il a subi, je pense qu'il a le droit d'aller, il a raison d'aller à se faire fantassin. On n'a pas l'impression de quelqu'un qui passe la main, ou bien qui est en train de travailler à ce que quelqu'un monte. Oui, mais il a dit, je me propose quelque chose. Je veux tenter de mettre quelque chose à la disposition du peuple ivoirien et du peuple africain. C'est un instrument que je donne au peuple ivoirien et au peuple africain. Et bien évidemment, pour construire un tel instrument, il ne faut pas aller avec des bras cassés. Surtout que le temps ne lui est pas favorable. Le temps joue contre lui. Il ne faut pas aller avec les bras cassés. Et quand on a vécu toutes ces trahisons qu'on a subies, permettez-lui au moins qu'il puisse avoir, et même la sagesse le commande, qu'il ne puisse pas aller avec des personnes à qui il n'a pas entièrement confiance. Et donc, qu'il aille avec ses fantassins, ça ne veut pas dire que parce qu'il va avec ses fantassins qu'il entend y rester. Non, ces fantassins, c'est pour lui permettre de pouvoir construire ce qu'il projette pour l'avenir et être sûr qu'il est bien accompagné. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être mal accompagné dans un projet important pour soi-même et pour donc l'humanité et pour d'autres. C'est que la vision qu'on envisage, qu'on projette pour le futur. Je parlais de sa condamnation qui pourrait être un caillou dans la chaussure, mais il y a le débat aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur la question de la limitation d'âge pour la candidature à la présidentielle. Alors, sur ce point-là aussi, ça fait partie des obstacles que nous allons lever sur les chemins. Et je vous explique pourquoi. Je l'ai dit et je le répète, ce n'est rien d'autre qu'une tentative qui vise Laurent Gbagbo. Et comme ce n'est pas la première, depuis cette guerre de 2002, l'objectif a toujours été d'empêcher Laurent Gbagbo soit d'avoir la plénitude du pouvoir ou alors de revenir fort dans le pouvoir, dans le jeu politique. Tenir quelqu'un en prison pendant 10 ans, 8 années de détention provisoire, 12 refus de demandes de liberté provisoire, qu'on acquitte et qu'on maintient en prison 15 jours après son acquittement. C'est-à-dire, dans les annales du droit, c'est quelque chose de monstrueux. Vous êtes accusé, quand vous êtes acquitté, c'est-à-dire que vous êtes innocent, vous n'êtes même pas présumé innocent. Quand on vous accuse, vous êtes présumé innocent. Mais quand on vous acquitte, vous êtes innocenté.
et on dit vous êtes innocent, mais on vous garde en prison. Et après on dit bon, d'accord, vous sortez, mais on vous maintient hors de votre pays. Ok. Maintenant, la nouvelle trouvaille, ah oui, bon comme il est arrivé, bon, faisons tout, on l'élimine. Et comme on ne peut pas l'éliminer seul, faisons tout pour éliminer les autres. Ça, ce genre de débat-là, si nous continuons dans ce genre de débat en Côte d'Ivoire, c'est que nous n'avons pas tiré les leçons de notre passé. Tout ce qui est fait pour viser une personne, ça se termine toujours de la pire des façons. Mais vous disiez au début, avec beaucoup d'assurance, que ça, c'est un obstacle que vous allez lever. On va le lever. Vous comptez sur quoi? Sur la rue encore? Ou des oppositions? Quelle sera votre stratégie? Par rapport à l'âge? Oui. Oui, mais la politique, c'est un rapport de force permanent. C'est la recherche des rapports de force. Il n'y a pas d'autres explications en politique. Non, c'est ce que ça a donné aussi à la Côte d'Ivoire à un moment donné. Oui, mais ça, ce serait l'erreur. Ce n'est pas parce que nous avons eu en notre temps une opposition qui a utilisé les armes que nous pensions que la politique enlève la contradiction. Nous, quand nous disons que nous avons été dans l'opposition contre Houphouët-Boigny, mais nous n'avons jamais pris une arme pour faire les choses. Il y a des démonstrations qui se font au Burkina Faso ici. Tant que le combat politique reste dans la limite des civilités, dans les limites de gentleman agreement, et que ça se fait avec élégance, mais la contradiction, elle est consubstantielle à la vie politique. Et donc, quand nous disons que nous allons nous battre, si oui, j'appelle mes militants à sortir parce que je ne suis pas d'accord, c'est l'expression de la démocratie. Pourvu qu'ils ne soient pas armés. Ce n'est pas ce que nous avons eu. Nous, on nous a attaqués armés. Mais nous allons nous battre avec ce que nous avons appris à faire depuis tout le temps, c'est-à-dire la parole, convaincre, et si nécessaire, utiliser tous les moyens démocratiques, y compris la marche dans la rue. Ça fait partie de la démocratie, de l'expression de la démocratie. Donc, ça, ce n'est pas parce que nous avons connu une situation de crise voulue par l'opposition de notre temps qui a utilisé des moyens non conventionnels en politique pour mener leur opposition que nous sommes condamnés ou alors précondamnés ou préjugés que nous utilisons de la même façon. Non, nous sommes restés conformes à notre débat démocratique, manifestation démocratique pour revendiquer nos droits. Et si ça doit passer par là, nous le ferons, parce que ça, ce n'est pas interdit par la loi. Dernière question. J'ai cité un peu la petite organisation qu'on a déjà pour ce qui est de ce PPACI-là. Ceux qui souvent vous écoutent en Côte d'Ivoire, c'est quelquefois aussi une autre génération. Hein. Il y a celle-là qui peut-être connaît mieux les choses, mais tous connaissent les mêmes noms. Même quand on reprend encore, je ne vais pas reprendre ce bureau-là, c'est pratiquement les mêmes noms. C'est quand le sang neuf vraiment dans tout cela? Alors, il y a dans un corps, la sous-société, c'est comme toute la société. Je pense que quand quelqu'un n'a plus de sang, il meurt. Le sang neuf, il vient toujours trouver un ancien sang. Vous convenez avec nous? Vous avez vu que le président a rajeuni au maximum son bureau. Il a rajeuni au maximum. Je suis membre du Conseil stratégique et politique, qui est l'organe de conception qui appuie le président dans la conception de la marche de notre parti. Je suis le plus jeune. Mais justement, le continent, il est très jeune. Quand on parle de jeunesse dans notre continent, en termes de Moyen-Âge, c'est pas ce que vous donnez comme symbole aussi. Oui, mais attendez, s'il vous plaît. Donc, si vous êtes le plus jeune, c'est que c'est... Oui, mais attendez. Alors, si vous me dites que si, pour vous, la jeunesse, si on doit s'en tenir à la jeunesse, la moyenne d'âge en Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est 25 ans, qu'il faut ramener à 25 ans. Alors, je pense que là, on n'est pas en train de faire la politique. Non, je ne parle pas de 25 ans, mais je dis qu'il y a des jeunes. Je veux dire que ce n'est pas le symbole vraiment de ce qu'on a comme fraîcheur africaine de jeunesse. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis quel est le problème fondamental que cet organe qui a été mis en place, où vous allez du sang neuf, où il y a du sang neuf qui arrive. Par rapport à ce que vous dites là, il y a forcément un rajeunissement. Donc, ne nous dites pas qu'à cet âge-là, l'Afrique, comme la moyenne d'âge, c'est 25 ans, donc nous devons l'amener à 25 ans. Non, j'ai dit c'est un continent jeune. Oui, mais si c'est un continent jeune, la jeunesse en Afrique, la moyenne d'âge, c'est 25 ans. Mais l'erreur qu'il ne faut pas commettre, comme je l'ai dit par ailleurs, et je crois que je vais finir par ce mot-là, c'est de penser que les leaders politiques, ça se crée. Non, un leader politique ne se crée pas.
C'est un contrat qu'une personne a avec un peuple, parce qu'il a fait dans l'histoire, qu'il a évolué. Et je ne connais pas un seul pays au monde où on a pris un décret pour dire « vous là vous êtes trop vieux, ne faites pas la politique ». Ça ne marche pas ça. Si nous rentrons dans ça, nous risquons de nous enfermer dans une logique. Et comme vous l'avez dit, tout est relatif. Si vous me dites déjà que je suis vieux, que je ne suis plus, en tout cas, le symbole de la jeunesse, ça voudrait dire que la quarantaine, ils auront derrière eux ceux qui diront, mais vous, 40 ans, vous êtes déjà vieux, parce que la moyenne d'âge en Afrique, c'est 35 ans, et donc il faut attendre 35 ans. On ne rentre pas dans une logique qui ne nous arrange pas. La Côte d'Ivoire a une crise profonde. Et cette crise n'est pas seulement une question générationnelle. C'est une crise née d'un héritage qui n'a pas été suffisamment purifié. Et c'est cet héritage-là que nous demandons à nos anciens de purifier avant de donner à la jeunesse. Parce que vous donnez à des jeunes un héritage qui est lourd et qui est sale, vous ne vous en sortez pas. On l'aura compris. Merci bien, Katina Koni, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président et porte-parole du PPACI. Merci beaucoup. On va continuer ce JDS avec une autre rubrique, c'est celle économie. Nous allons parler ici de recherche scientifique et innovation technologique qui était à l'honneur depuis le 26 octobre 2021 et ce à l'occasion du 13e Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, entendez donc FIRST. Nous avons fait le constat de quelques stands et foires. Vous verrez des innovations qui sont proposées, plus de 200 stands qui valorisent donc les résultats de la recherche scientifique au Burkina Faso. Le point dans ce reportage. Ce sont les savoir-faire des chercheurs et innovateurs burkinabés qui sont ici mis en lumière à la fois du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, FIRST. Première étape de notre visite, le stand du Bureau de recherche et de transfert de technologies pour enrichir le Burkina et l'Afrique, BRTT. Cette structure est spécialisée notamment dans la fabrication et l'invention d'outils technologiques. Elle a inventé plusieurs appareils qui visent à faciliter le quotidien des populations, notamment les femmes. Parmi ces inventions, il y a la marmite électrique et solaire et la tisseuse automatique. Machine à tisser automatique parce que vous n'avez pas besoin tout simplement d'être là, la maman n'a pas besoin de lancer. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre les fils, d'actionner le moteur et tout prend automatiquement. Et 24 heures sur 24, ça fonctionne normalement. Et vous avez la possibilité de pouvoir faire sortir ces bandes de paille-là continuellement. Et il faut dire que la machine que vous voyez là a une durée de vie minimale de 20 ans. Donc si vous avez cette machine-là, vous pouvez dormir tranquillement parce que vous avez à tout temps des pailles tissées. Bien sûr, nous faisons la promotion actuellement des pailles tissées et c'est l'opportunité pour nos mamans déjà de pouvoir s'acquérir ces technologies-là afin de rehausser le niveau en termes de production. Aujourd'hui, nous présentons quelques produits de nos conceptions. Voilà, on a par exemple les machines à tisser, les encapsuleuses, on a les lave-mains, on a des machines pour faire la glace en 2 heures, on a des machines qui refroidissent l'eau ou la boisson en 10 minutes. Voilà, on a des marmites qui peuvent cuisiner avec l'électricité ou avec le solaire. Et on a des machines pour faire du yaourt, c'est-à-dire une machine qui ferme du yaourt en 4 heures. On a des séchoirs à gaz. Tout comme Issa Kwaku et son équipe, Brice Rwamba lui a inventé des toilettes publiques mobiles avec toutes les commodités. On a vu vraiment que la population en a besoin de ces trucs. Voilà pourquoi on a essayé, on a créé ça. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on peut se déplacer, ça peut se déplacer d'un site à l'autre. Donc c'est vraiment mobile, utilisable, sans problème, il n'y a pas d'odeur, toutes les commodités ont été installées à l'intérieur. Il y a des lave-mains, il y a des lave-mains, des WC, il y a urinoir, il y a hommes et dames, il y a uniquement aussi pour hommes et dames un seul. Autre stand que nous avons pu visiter à la foire du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, le stand du laboratoire d'histoire naturelle du département environnement et forêt de l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles du Burkina Faso, INERA. Ce laboratoire est spécialisé dans la collection et l'étude des animaux, notamment les insectes et les reptiles, souvent utilisés dans l'artisanat et l'industrie pharmaceutique. Il a à son actif environ 6 000 espèces de serpents collectés et 15 000 échantillons d'insectes du Burkina Faso et de la sous-région en conservation. Pour la collection des insectes, on a plusieurs espèces. Donc on a des espèces nuisibles, on a des espèces utiles. Parmi les espèces nuisibles, vous voyez ici, on a des ravageurs de niébé qui sont là.
Parmi les espèces utiles, on a des termites, de manière générale des termites, et nous conseillons aux gens les techniques de production des insectes utiles là. Nous avons aussi des pollinisateurs qui sont là. Donc pour les serpents, ce sont les différentes espèces de serpents au Burkina. On a le python qui est là, mais aussi plusieurs espèces de vipéridés. Donc ceux qui sont intéressés par les différentes espèces de serpents, surtout pour les industries pharmaceutiques, donc on a des espèces qui sont venimeuses, donc ils sont tous au laboratoire. Dans le domaine de la santé, l'Institut de recherche en sciences de la santé était également présent à cette foire pour présenter les résultats de ses recherches et montrer à l'opinion burkinabé son savoir-faire en termes de fabrication de produits pharmaceutiques. On a une variété de produits que nous avons amenés. Et on a le FACA, qui est un phytomédicament destiné à la prise en charge des personnes drépanocytaires, qui est représenté ici sur 3 différentes formes. On a la forme sirop, qui est destinée aux enfants de moins de 30 mois. On a la forme gelule 80 mg, qui est destinée aux enfants de 30 mois jusqu'à 15 ans. Et on a la forme adulte de 160 mg pour les personnes adultes. On a également le Balek, qui est un déparasitant pour les nourrissons, qui leur permet vraiment de prendre en charge vraiment les enfants vraiment qui ont des problèmes intestinaux et autres. Plusieurs structures et acteurs du domaine de la science et de la technologie étaient représentés à cette foire d'exposition du FAIRCIT. L'on compte environ 200 stands d'exposition de résultats de recherche et de technologies innovantes. L'ensemble des acteurs ont salué le FAIRCIT et souhaitent que de telles initiatives se multiplient au Burkina Faso. Retour sur ce plateau pour la dernière rubrique, c'est celle sport. Nous l'annoncions en titre et dans cette partie sport, nous allons nous intéresser autour du Faso, notamment la 3e étape qui a été courue et c'est le Belge Van Dijk Niel qui l'a remporté. Pour ce qui est du Burkina Faso, il faut compter avec un nom, c'est celui de Souleymane Koné qui termine seulement à 22 secondes du maillot jaune. Le point nous est fait par Assami Thiemtouré. 79 coureurs ont pris le départ pour cette 3e étape de Doudou pour rejoindre Koudgou, longue de 135 km avec 3 points chauds à disputer. Au premier point chaud, disputé à Thierry-Ba, Hamza Yassine de l'Algérie arrive en tête, suivi de l'Allemand Wouter Rotger. Au deuxième point chaud, à Bissanderou, Antoine Benedix arrive en tête, suivi de Jari Strevers. Le dernier sprint intermédiaire disputé à Tenado, c'est encore Hamza Yassine qui arrive en tête. Au sprint final disputé à Koudgou, Van Dijk Niel de la Belgique franchit le premier en sprint, la ligne d'arrivée. Il fait ce parcours en 2h45 minutes avec une vitesse moyenne de 48 km/h. Au classement général, son coéquipier Wouter Rutgers reprend son maillot jaune qu'il avait perdu à la 2e étape. Il garde également sur ses épaules le maillot vert, le maillot au point. Oui, je suis très content avec les 2 maillots. Et aussi, j'ai un pneu crevé après 10 km. Et c'était très dur avec la chaleur, on a roulé très vite. Aujourd'hui, 46,5 moyenne. Donc c'était très dur. Et à la fin, Niels, mon coéquipier qui a gagné, et moi, on a roulé, nous roulons jusqu'aux têtes de la course. Et c'était une étape très dure. Mais l'objectif pour moi, c'est le maillot jaune maintenant. Le maillot des sprints intermédiaires est l'affaire de l'Algérien Hamza Yassine. Le meilleur burkinabé au classement général est Souleymane Koné avec 22 secondes de retard. Paul Daumont, arrivé sur cette étape 6e sur la ligne, a le maillot du plus jeune burkinabé. On avait donc le dossard 5 Yerbanga Salif qui était là avec nous devant, donc c'était très bon. Je voulais commencer à rouler, mais malheureusement il a tapé un trou. Et il a crevé. À ce moment-là, quand il a crevé, les gens ont remarqué qu'il était bien placé au général. Ils ont commencé à accélérer pour le distancer. Moi, j'ai essayé d'attendre un peu pour voir comment ça allait se passer. Malheureusement, à 5 km de l'arrivée, ils ont vu que vraiment je voulais gagner l'étape. Avec la fatigue et les crampes et la pourchasse à l'arrière du peloton, il m'a manqué un peu de force sur le final pour coiffer le peloton. Donc j'arrive pour la 6e place, je pense. Donc c'est un bilan satisfaisant. J'arrive, je pense, à reprendre un peu de temps
sur certains des favoris qui étaient restés piégés à l'arrière, notamment le maillot jaune. Donc bon, ça va quand même. La prochaine étape prendra le départ à Laï et direction Wayuya, long de 156 km avec 3 points chauds, à savoir à Arbolé, Yako et Goursi. Et c'est le vélo qui marque donc le point final de ce JDS, Journal Dimanche au soir, que j'ai d'ailleurs pris plaisir à présenter. Je vous retrouve dimanche prochain et d'ici là, portons-nous bien.